Bienvenue à l'heure de la santé, l'émission qui vous guide vers un mode de vie sain et équilibré. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de notre bien-être en explorant la thématique cruciale de l'alimentation et de la nutrition. Nous avons le privilège d'accueillir une experte en la matière, une diététicienne passionnée qui partagera son savoir pour nous aider à comprendre les fondements essentiels qui sous-tendent notre alimentation au quotidien. Que vous cherchez à améliorer votre énergie, à gérer votre poids de manière saine ou simplement à adopter des habitudes alimentaires plus éclairées, cette émission est conçue pour préparer-vous donc à découvrir des conseils pratiques, des idées innovatrices et des perspectives inspirantes qui vous guideront vers une alimentation équilibrée, bénéfique pour votre santé. Nous recevons Madame Danielle Pilla. Madame Danielle Pilla, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous vous savons très occupés et nous sommes reconnaissants de votre disponibilité. Merci. Merci déjà pour ce que vous faites à travers le monde pour le bien-être des familles parce que Hippocrate l'a dit que ton aliment soit ton médicament. Et nous sommes heureux de vous recevoir sur notre émission. Alors sans plus tarder, nous allons vous poser quelques questions qui vont éclairer l'opinion sur les questions relatives à l'alimentation et à la nutrition. Et pouvez-vous nous expliquer les principes fondamentaux d'une alimentation équilibrée? Oui, bonjour à tous les auditeurs. Merci de nous recevoir chez vous. Qu'allez-vous bien pour cette heure où nous allons vous faire vivre ce que c'est que la santé? Alors, pour répondre à votre question, l'alimentation s'inscrit dans un tout. On est souvent en train d'isoler l'alimentation alors qu'elle fait partie d'un tout qui doit contribuer donc justement à la santé. L'objectif, et vous avez parlé de l'heure de la santé, c'est pas l'heure de la nutrition, c'est l'heure de la santé. Et donc, intégrer que la nutrition s'intègre dans la santé. Et donc, justement, les axes qui concourent à une bonne santé, il y en a 5. Je vais les présenter avant de répondre directement à votre question. J'appelle ça justement le cercle de la santé. Et le premier élément qu'on peut mettre en exergue, c'est les 5 facteurs qui permettent donc de trouver la santé. Vous avez bien sûr l'alimentation. L'alimentation, je vais vous donner en pourcentage. On a eu 100% sur 100%. Vous avez l'alimentation qui vient pour 35%. Vous avez l'état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit qui arrive, et ça souvent c'est étonnant, mais c'est 35% également. Il a le même poids que l'alimentation. Ça peut sembler étonnant, mais voilà, c'est un élément qu'on oublie. L'état d'esprit, l'état mental, l'état psychologique, c'est des facteurs importants pour la santé. 4e élément, l'activité sportive. Je ne parle pas d'activité physique. Je fais bien la différence entre activité physique et activité sportive. On pourra après le décoder, mais comme je ne suis pas sur ce thème, mais bien l'activité sportive. Le 4e élément, c'est le sommeil, la qualité du repos. Le sommeil, les temps de repos, les temps de relaxation, les temps de recherche de repos pour que le corps puisse se régénérer. Et le 5e élément, qui est de plus en plus prégnant aujourd'hui, c'est tout ce qu'on appelle notre environnement, les champs électromagnétiques. Voilà tous ces éléments qui concourent à l'équilibre pour qu'on parle de santé. Pour en venir à votre question de manière beaucoup plus précise sur l'alimentation, les principes fondamentaux de l'alimentation. Malheureusement, beaucoup de gens meurent faute de connaissances sur les grands principes qui sous-tendent l'alimentation. Il faut déjà comprendre qu'il y a une différence entre s'alimenter et se nourrir. S'alimenter, je sors. Vous sortez là tout de suite, vous voyez une vendeuse de bananes ou une vendeuse de riz. Vous avez faim, vous suivez un instinct. Vous avez faim, vous prenez l'aliment, vous le mangez. Vous ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qu'il va faire, c'est juste pour calmer votre faim. Vous vous êtes alimenté. La nutrition, c'est que je sais pourquoi je suis en train de choisir l'aliment, parce que je sais ce que l'aliment va faire dans mon corps. Alors, l'ignorance chez l'un ou l'autre va faire que il y a des gens qui vont s'alimenter et il y en a d'autres qui vont se nourrir.
Donc, la différence est fondamentale. La nutrition, lorsque je me nourris, et je parle plutôt de nutrition, voilà, lorsque je me nourris, je sais pourquoi et comment l'aliment va agir dans mon corps pour me donner la santé et ne pas me rendre malade. Lorsque je m'alimente, je mange un aliment qui peut être source de maladie pour moi. Donc déjà, en termes de compréhension, les auditeurs doivent bien comprendre cette différence, se nourrir, s'alimenter. Donc, on est beaucoup plus ici sur l'axe de la nutrition pour que les gens comprennent. Et je vais, là aussi, vous donner un code. Moi, j'aime pas donner, c'est pas des grandes théories, c'est vraiment des conseils pratico-pratiques qui vont vous permettre après de pouvoir les intégrer dans votre vie. L'alimentation, retenez le code que je vais vous donner. C'est un code, ça peut faire même l'objet d'un petit prénom, c'est NEMDI. N-E-M-D-I. NEMDI. Et dans NEMDI, vous avez tous les grands principes de l'alimentation. N comme naturel, une alimentation naturelle. E comme équilibré, qui doit avoir tous les groupes d'aliments. M comme mesuré. D comme digeste. Et I comme individualisé. On va décoder tout cela. Mais vous avez vu que là, vous avez la structure NEMDI d'une bonne alimentation. Donc, après cette émission, quand on vous demandera en quoi consiste la bonne alimentation, vous direz le mot clé, le mot qui ouvre, le mot magique, NEMDI. Voilà. Il y a même une cliente qui m'a dit une fois qu'elle allait surnommer un de ses enfants NEMDI parce qu'elle trouvait ça joli et que c'est un nom prophétique pour que son enfant ne tombe jamais malade. Alors, quand vous avez ça, effectivement, avec une bonne compréhension de la nutrition, vous ne tombez pas malade. On va aller donc sur le naturel. Pourquoi une alimentation et la nutrition doivent être naturelles? Il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes dans un monde où l'homme, malheureusement, il est le seul animal qui ne fonctionne pas et ne respecte pas son instinct, mais fonctionne simplement au désir, au plaisir et à l'envie. Alors que dans la nature, tout est prévu pour être dans la compréhension du corps. Quand je vais me choisir une orange, un ananas, une papaye, tout dans l'ananas est bon. Tout dans la papaye est bon. Tout dans la pastèque est bonne. Mais l'homme a ce génie de pouvoir enlever la peau, d'enlever les pépins, de récupérer la chair pour aller faire des jus, de récupérer les pépins pour dire qu'ils ne sont pas bons, et de la chair qu'on jette, alors que tout est bon dans un aliment. Quand je parle de naturel, c'est ça. Naturel, c'est tout un aliment. On ne rajoute rien à l'aliment. On n'enlève rien à l'aliment. Exemple concret. Je viens de vous donner les fruits. Pourquoi vous jetez la peau de l'orange? Est-ce que vous savez que dans la peau de l'orange, il y a des vertus et que vous pouvez l'utiliser parce que il y a des vertus pour réparer les intestins. Pourquoi vous jetez les pépins? Les pépins ont également des vertus. Avec les pépins, généralement des fruits, vous avez d'excellents vermifuges. La pulpe de l'orange, tout dans l'orange. Dans l'ananas, pareil. Vous savez que la peau de l'ananas a des vertus antipaludéennes. Mais le vrai ananas, le ananas cayenne qui n'est pas bourré d'engrais, quand vous le récupérez la peau, ne jetez jamais la peau de l'ananas. Je vous conseille de le prendre, de le faire bouillir et vous verrez, vous aurez donc l'eau que vous allez boire est une eau qui est antipaludéenne, elle est nettoyante et elle est excellente. Le fruit même de l'ananas. Alors aujourd'hui, vous voyez, vous avez sur le marché des produits, on vous dit jus d'ananas 100% naturel. Je vais vous décoder ce que ça veut dire naturel. Le naturel, et ça, retenez-le définitivement, mes chers auditeurs. Le naturel, c'est lorsque je prends l'ananas, j'ai enlevé la chair, je l'ai mis dans mon mixeur ou dans mon centrifugeur, j'ai extrait le jus. Le jus, je dois le boire dans les 30 ou les 1 heure qui viennent. Tout le reste, dès qu'on vous le met en bouteille, qu'on encapsule, ou qu'on vous dit, ce n'est plus naturel. On est d'accord? Naturel, je prends le fruit, je l'extrais, je le bois. Je peux le garder au frigidaire quelques heures, mais un bon jus de fruit, au bout de 24 heures, il commence à fermenter, il commence à se dégrader. C'est ça le naturel. Donc, je prends l'exemple de l'huile, je prends l'exemple des fruits, je prends l'exemple du céréal. Un céréal que vous mangez souvent, c'est le maïs. Quand vous prenez le maïs, d'abord, il faut connaître la connaissance des aliments, c'est connaître quel est le bon maïs, le maïs blanc ou le maïs jaune. Et je vous dis d'avance, il faut aller vers les aliments qui ont de la couleur.
Quand vous prenez le maïs, quand vous le préparez, pourquoi vous enlevez le son? Vous enlevez le son pour en faire de la cassa. Vous enlevez le son pour... Non, mais justement, on n'enlève rien au maïs. Le maïs, la cassa n'est pas un aliment complet. Je vais en choquer plus d'un, on va me dire, mais c'est pas possible. La cassa, c'est un aliment au Bénin que tout le monde mange. Je dis oui, tout le monde le mange, mais c'est pas un aliment complet. En mangeant de la cassa, vous êtes, comment dire, handicapé. Donc, la cassa est un aliment handicapé. Exprès, j'utilise des termes concrets pour que vous compreniez. Quand je prends le maïs et que je l'écrase, c'est l'intégralité du maïs. Quand je prends le mil, c'est l'intégralité du mil. Quand je prends le sorgho, c'est l'intégralité du sorgho. Je ne vais pas maintenant me jouer à l'apprenti connaisseur, sorcier, et je vais isoler le son de la farine et je vais avoir une farine qui est complètement lisse, alors que c'est dans le son qu'il y a toutes les vitamines. Je parle d'une huile. Quand je fais l'huile, aujourd'hui vous avez sur le marché quoi? Des huiles qu'on vous dit purifiées, raffinées, sans cholestérol. C'est du mensonge, ce n'est que du marketing. Une huile doit avoir l'odeur. Quand je prends l'huile de coco, elle doit sentir le coco et elle n'est pas raffinée. Quand je prends l'huile d'arachide, qui est la plus fréquente, je n'enlève pas l'odeur de l'huile d'arachide et je n'ai pas une huile complètement translucide. Je dois veiller à son pouvoir d'extraction. Donc, vous voyez, je vous donne plein d'exemples là pour que vous compreniez ce que ça veut dire une alimentation naturelle. Plus l'aliment est pris dans son totum complet, plus il a des vertus nutritives. Plus il est dégradé, découpé, déchiqueté comme je dirais, et moins il contribue à la santé. Donc, je viens de vous donner la notion d'une alimentation naturelle. Je veux manger de la bouillie de maïs. Je prends le maïs, je le fais fermenter et je bois la bouillie. Mais lorsque je vais déshydrater, et c'est ce que nous voyons sur le marché aujourd'hui, les bouillies d'Akloui déshydratées, on nous fait du maïs déshydraté, on nous fait du sorgho déshydraté, mais un sorgho qui est déshydraté n'a plus la même vertu qu'un sorgho qui est naturellement complet. Donc, on est là sur l'aliment naturel, l'aliment complet. Et ça, c'est valable pour tous les groupes d'aliments. Vous voyez, j'ai parlé des fruits, j'ai parlé des huiles, j'ai parlé des céréales, et je peux m'étendre ainsi de suite, sans fin. Donc, naturel, on est sur naturel. Deuxième élément, équilibré. Ah oui, une alimentation équilibrée, je ne fais pas le choix en disant, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, je ne mange pas de l'huile. Il y a des gens qui me disent, mais je ne mange pas de l'huile. Je me dis, si tu ne manges pas d'huile, comment tu peux avoir un équilibre? Le corps a besoin d'huile. J'ai besoin de sucre. Ah oui, j'ai besoin de sucre. Je ne supprime pas le sucre, mais je prends les bons sucres. J'ai besoin de glucides. Et c'est ce que, dans notre jargon nutritionnel, nous appelons les macronutriments. C'est donc ce qui constitue, qui constitue les ingrédients d'une alimentation équilibrée. On a les glucoses, c'est tout ce qui est hydrate de carbone, tout ce qui est sucre. Il y a le saccharose, il y a différentes qualités de sucre. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais retenez que c'est le sucre de manière globale, les glucoses, le glucide. Vous avez les acides gras, qu'on appelle également les huiles, tout ce qui est huile, acide gras. Et dans les catégories des huiles, vous avez les bonnes huiles, vous avez les mauvaises huiles, vous avez les huiles qui contribuent à la santé. Vous avez les protéines de pris de manière globale, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs, fromage, donc les protéines animales. Vous avez les protéines animales et vous avez les protéines végétales. Les protéines végétales, c'est par exemple le wonzun, c'est par exemple l'haricot, c'est par exemple les pois chiches, c'est par exemple les lentilles. Donc voilà, c'est les protéines végétales. Mais dans les protéines globales, on a les donc animales et végétales. Et puis on a maintenant les fibres. On a les glucides, comme je dis, tout ce qui est lié au sucre. On a les acides gras, les huiles. On a les céréales. Les céréales qui, considérées comme également, on les met dans la partie des hydrates de carbone parce qu'elles contiennent de l'amidon, les amylacées. Elles contiennent de l'amidon et du sucre. Donc le maïs que vous mangez, il y a du sucre dedans. Le sorgho que vous mangez, il y a du sucre dedans. Mais c'est du sucre avec de l'amidon. Donc vous avez les fibres. Les fibres, c'est tout ce qui va favoriser la digestion de ces macronutriments. Ça veut dire les légumes, ça veut dire les fruits. Ça veut dire, voilà, donc on appelle ça les fibres, c'est grâce à eux que les aliments peuvent être mixés, comme on dit, et pouvoir pénétrer dans le corps. Vous avez les fibres et maintenant vous avez
tout ce qui est eau. Ça, c'est un macronutriment. L'eau que nous ingérons est également considérée comme un macronutriment, c'est-à-dire un aliment. C'est comme je vous disais. Est-ce que vous pouvez manger le accueil, les bouillies d'accueil déshydratés comme vous faites? Est-ce que vous pouvez les manger directement comme ça? Non, il vous faut forcément de l'eau. Voilà. Donc, vous comprenez que l'eau est indispensable aux aliments. Pour qu'un aliment soit complet et qu'on l'intègre complètement, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc, vous voyez, vous avez le totem là de ce qu'on appelle les grands principes d'une alimentation équilibrée. Et chaque fois que je mange, matin, midi, soir, je dois avoir tous ces éléments-là réunis ensemble. Vous voyez la gageure que c'est? Pouvoir avoir cet équilibre, c'est pourquoi on parle d'équilibre. C'est-à-dire que dans mon assiette, je dois avoir les huiles, les bonnes huiles. Je dois avoir des protéines, les bonnes protéines. Je dois avoir les bons sucres, les bons sucres. Je dois avoir les bonnes fibres, les bonnes fibres. Tout ça là contribue à l'équilibre de l'alimentation que je mets. S'il y a un seul élément qui manque, vous n'êtes plus dans l'équilibre, vous êtes dans le déséquilibre. NEMDI, naturel. E, équilibré, vous venez de voir, je vous ai décodé ce que ça veut dire équilibré. M, mesurer. Ah oui, mesurer. Vous avez dit mesurer? Ben oui. Parce que pour chacun d'entre nous, la dose qu'un enfant, nous avons des étapes dans notre vie. On a été enfant, on a été bébé, on a été enfant, on a été adolescent, on est devenu adulte, on va rester dans l'âge adulte pendant un temps et on va devenir personne âgée. Selon ces différentes étapes de notre vie, le bol alimentaire doit s'adapter aux étapes de notre vie. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Un petit enfant ne mange pas de la même manière, les mêmes quantités, les mêmes mesures qu'un adulte. Retenez simplement qu'à partir de 18 ans, la croissance est terminée. L'être humain, vous, moi, n'importe qui, à 18 ans, c'est fini. On a fini de croître. Si vous devez avoir une petite taille, à 18 ans, c'est fini. Si vous devez avoir une grande taille, à 18 ans, c'est fini. Si vous devez avoir de petits seins chez les femmes, à 18 ans, c'est fini. Plus possible de dire à 40 ans, je vais avoir d'autres seins. Sauf si je vais faire de la chirurgie esthétique. Donc, la mesure, c'est que je mange à la mesure de mon corps. L'étape où mon corps se trouve. Et vous voyez, voilà l'erreur que beaucoup d'entre vous faites. Et c'est souvent les mamans, hein, les papas, les hommes ou les adultes. Nous estimons que nous mangeons, parce que nous sommes plus grands, que nous devons manger plus que les enfants. Alors que l'estomac des enfants est dimensionné parce qu'ils sont en phase de croissance pour manger plus. Donc quand on mange à table, généralement on donne le sucre, les bons morceaux de viande aux parents et aux enfants on leur donne les déchets. Alors que ça devrait être le contraire. Les enfants, du fait qu'ils sont en pleine croissance, c'est eux qui devraient avoir les gros morceaux de viande, les grosses portions de riz, les grosses portions de pâtes, parce qu'ils doivent grandir. Et le corps absorbe tout ça. Donc quand vous sevrez ces enfants et que vous ne leur donnez pas ce qu'il faut, les carences s'installent. Donc la mesure, c'est que je mange en fonction de mon évolution. Je suis un adolescent, c'est pareil. Je dois manger également, puisque je suis toujours en phase de grandir, et l'appétit augmente. Les mamans, vous devez comprendre cela. Parce que c'est vous qui servez. Il faut que vous intégriez que vos enfants adolescents, vos enfants ont besoin de manger plus que vous. Vous, c'est fini. Après 20 ans, c'est fini. Vous n'avez plus à prendre des portions. Alors, je vais être concrète. Si je veux manger de la pâte, lorsque vous faites les petites boules de pâte, pour vous, adultes, une seule boule de pâte, ça suffit. Mais vous faites le contraire. Vous mettez 3 boules de pâte dans l'assiette de votre mari. Vous prenez 3 boules de pâte. Et vous mettez une boule de pâte dans l'assiette des enfants. Mais c'est pas possible. L'enfant, il est malnutri. Et c'est comme ça qu'on a la malnutrition. Donc l'enfant, il faut bien le comprendre, c'est à la mesure de son développement. Et quand je suis en mode, à partir de 20 ans, je suis en mode maintenance. Je ne suis plus en mode croissance. Je suis en mode maintenance. Il faut maintenir maintenant la machine pour qu'elle puisse durer le plus longtemps. Là, je vais diminuer les quantités alimentaires. Là où il y aura changement chez la femme, c'est lorsqu'elle va tomber enceinte. Parce que là, maintenant, elle nourrit 2 personnes. Donc, on admet, et c'est pour ça qu'elle grossisse un peu plus dans la période de la grossesse, parce qu'on estime que le corps, elle mange pour 2. Voilà. Mais être grosse ne veut pas dire devenir obèse. Or, beaucoup de femmes, en tombant enceinte, elles s'empiffrent, elles mangent n'importe quoi. La mesure n'est pas respectée, l'équilibre n'est pas respecté et la mesure n'est pas respectée. Elles ont le droit et vous verrez que l'appétit augmente parce que il y a le bébé qui doit être nourri.
Quand je parle de mesure, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous dépassez les mesures, c'est là où le dépassement, la démesure au niveau alimentaire, c'est la première cause de l'obésité. On reviendra sur cette cause de l'obésité. C'est la cause de l'obésité et des maladies que vous avez, l'hypertension, le diabète. Le diabète, fondamentalement, ce n'est pas une maladie de l'excès de sucre. C'est l'excès de tout. Si vous mangez trop de protéines, vous aurez le diabète. Si vous mangez trop d'huile, vous aurez le diabète. Si vous mangez trop de sucre, vous aurez le diabète, etc. Donc, les maladies du siècle sont liées à l'excès, à la démesure. Donc, c'est une notion qui est essentielle dans la compréhension de la bonne alimentation. Si je me nourris au-delà des capacités que mon corps peut subvenir, je crée le désordre. Si je me nourris en deçà, moins que mon corps a besoin, je crée des déséquilibres. Vous voyez? Donc, pourquoi la mesure suit tout de suite l'équilibre? Équilibre et mesure, c'est des notions fondamentales. On est sur la mesure. On va passer maintenant sur la digestion. La digestion. La digestion, c'est quoi? Je vais vous faire un exemple. Lorsque vous mangez la viande, quand vous avez mangé la viande, elle va être à l'état de viande. Donc, elle est en macronutriments. Vous la mangez. Mais quand elle va rentrer au niveau du corps, il y aura tout un processus chimique de dégradation de la viande qui va faire qu'elle va être transformée en acide aminé pour être intégrée dans la cellule. Et c'est une biochimie entre les huiles, entre les glucoses, entre les protéines pour que ça puisse rentrer dans la cellule. Donc, quand je mange une alimentation pour qu'elle soit digérée, d'où vient digeste, elle doit subir un certain nombre de transformations, de dégradations pour la rendre accessible, pour qu'elle puisse contribuer donc au développement du corps. Donc, quand vous avez une alimentation qui est indigeste, je vais vous donner les exemples d'une alimentation indigeste. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que c'est qu'une alimentation digeste. Alors, dans le cas de l'alimentation indigeste, je vous donne toujours des codes. Parce que l'alimentation, c'est tellement complexe que si on ne le fait pas comme ça, vous n'allez pas saisir. Vous allez être dans les grandes notions, mais ça, vous allez à l'essentiel. Une alimentation indigeste, je vais vous la structurer autour de 3 grands C. On appelle ça les 3 C. C'est-à-dire que dans la classification des aliments indigestes, ils arrivent en tête. Les 3 C, C, comme la lettre C, A, B, C. Les 3 C. Le premier C, et je vais rentrer dans ce qui fait mal, c'est les conserves. Ah, dites-moi, cher auditeur, quand vous mourrez, où est-ce qu'on vous met? Soit c'est dans un trou, chez les musulmans, chez les chrétiens, soit c'est dans une boîte. Donc, il n'y a plus de vie. Retenez que les conserves sont considérées que des aliments super indigestes. Parce qu'ils sont des aliments morts. Si vous mettez un poisson dans une boîte de conserve et que vous le mangez, je suis désolé de vous le dire, vous mangez du cadavre. Si vous mangez une huile qui est dans une boîte, si vous mangez un fruit qui est dans une boîte, si vous mangez un légume, les petits pois, les haricots verts, les pois chiches, tout ce qui est mis en boîte, conserve, c'est des déchets, c'est du cadavre. Donc si vous mangez ça et que vous dites que vous êtes en train de vous nourrir, je dis c'est un mensonge. Vous vous alimentez, j'ai bien fait la différence, vous vous alimentez, mais vous ne vous nourrissez pas. Premier, c'est donc toute la base des conserves. Et quand je parle de conserves, je parle des laits, je parle des huiles, je parle des boissons, les canettes que vous ouvrez qui font psh là, tout ça là est considéré comme danger. C'est des aliments indigestes. On les appelle les aliments ultra transformés. C'est-à-dire que ils n'ont plus rien de naturel. Donc vous voyez, quand je reviens sur digeste, vous avez compris pourquoi je dis indigeste. Le premier C donc, c'est cette catégorie, les conserves. Le deuxième C, c'est tout ce qui concerne donc les charcuteries, les viandes transformées. La charcuterie est par essence et par excellence l'aliment ultra transformé. Les saucisses, les saucissons, les jambons, les salamis, tout ce qui est viande transformée d'une manière ou d'une autre. Au Niger, le kimchi qu'ils font et qu'ils transforment en petites lamelles est une viande transformée. Tout ce que vous allez faire et qui va changer la nature de la viande initiale va être un aliment indigeste. Comment pouvez-vous expliquer que la viande de porc, quand vous l'avez faite cuire, elle est marron? Mais comment se fait-il que cette viande de porc devienne rose? Non mais, parfois je me demande, est-ce que l'homme a perdu complètement son intelligence? Pourtant, nous disions que nous sommes le plus intelligent des animaux, mais comment se fait-il qu'une viande qui est initialement marron devient rose, devient rouge? Les saucisses,
devient... Mais c'est pas possible. Donc, vous voyez qu'il y a eu des transformations. On a rajouté des additifs, on a rajouté des E. C'est des substances chimiques qui sont cancérigènes qu'on rajoute pour stabiliser la viande, pour qu'elle puisse durer et avoir un autre goût. C'est des aliments ultra transformés. Donc, tout ce qui est charcuterie et aliments, protéines et autres transformés sont des aliments sur-indigestes. Je vais rentrer maintenant dans les aliments. Le troisième C, c'est tout ce qui est confiserie, boulangerie. Aujourd'hui, vous voyez fleurir partout dans vos villes, à Parakou, au Bénin, des boulangeries. Des boulangeries dans lesquelles on vous propose des aliments qui sont, je suis désolé de vous le dire, des aliments sur-indigestes, avec des farines blanchies, des huiles blanchies, avec du beurre. Là, c'est vraiment la catégorie du C où il y a les mélanges. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il y a dans un croissant, quand vous allez acheter un croissant dans une boulangerie. Je vais vous citer, vous vous tenez bien, vous avez la farine blanche, du blé. Or, le blé, on ne le fabrique même pas au Bénin. On n'est pas producteur de blé. Donc, c'est du blé de basse qualité qui arrive sur le marché. Il y a du blé. Il y a quoi? Du sucre blanc. Le sucre blanc, il est indigeste. Vous savez, dans l'alimentation, le sucre blanc n'est même pas catégorisé. Il est considéré comme un non-aliment. Il n'existe pas. Le sucre. Vous avez quoi? De la levure chimique qu'on met dedans. Et ça, c'est valable pour tous les pains qu'on vous propose. Hein. On vous met de la levure chimique pour pouvoir faire lever la pâte. On vous met quoi? Des substances, des édulcorants. Ce qui va vous donner le coloris un peu grillé là. C'est un édulcorant avec lequel on badigeonne la préparation. Quand on l'a moulé avec la forme du croissant, on va le badigeonner avec cet édulcorant qui fait que lorsqu'il va aller dans le four, il va vite prendre la couleur braisé, comme je dis, doré, que vous aimez bien. Il y a du sel de mauvaise qualité. Il y a plein d'édulcorants qui sont rajoutés. Il y a les mauvaises huiles, le beurre qu'on met dedans. C'est pour ça que parfois, est-ce que vous avez fait l'essai, quand vous prenez un croissant, ou un pain au chocolat, ou un friand, c'est huileux. C'est de l'huile. Quelle huile? C'est généralement du beurre. Or, le beurre, dans la classification au niveau du lait, c'est le déchet du lait. Le beurre, c'est le déchet du lait. Donc, fondamentalement, vous n'avez pas besoin de beurre. Donc, vous regardez, un seul croissant, une seule pâtisserie, et je passe sur toutes les pâtisseries. Il n'y en a pas une qui va venir me dire, non, 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 celle-là, elle est naturelle. Elle est bourrée d'éléments toxiques, d'éléments chimiques. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le lieu même de l'alimentation indigeste. Les 3 C vous permettent de comprendre de manière basique les dangers qu'il y a dans l'aliment. Donc, vous comprenez que pour avoir une alimentation digeste, je dois éviter les conserves, je dois éviter les charcuteries, je dois éviter tout ce qui est confiserie, pâtisserie, boulangerie, les pains. Alors là, je parle de ça, c'est une horreur. Vous voyez les gros pains que vous achetez là, les pains de Lomé, même les pains du Nigeria, je les appelle les pains badaboum. Les pains badaboum, ils sont énormes. Eh bien, si vous voulez aussi devenir badaboum comme ces pains, continuez d'en manger, mais c'est des pains indigestes. Vous ne pouvez pas les digérer. Quand le corps les reçoit, tous les organes crient, ils disent, oh, on est foutu. Qu'est-ce qu'on va faire de ces aliments? Ils ne les reconnaissent pas. Ils les reconnaissent comme des déchets et ils vont chercher à les éliminer. Comment? C'est la cause des cancers, c'est la cause des maladies métaboliques. On est sur donc le digeste et on va finir avec l'individualisé. Individualisé, ça rejoint la mesure, mais de manière autre. Je suis une personne, un enfant, je mange en fonction de mon état d'enfant. Je suis un travailleur. Vous voyez, Augustin, vous, par exemple, vous n'êtes pas, par exemple, un travailleur de la terre. Vous ne tenez pas la houe. Vous n'êtes pas dans le marché un porteur qui porte... Donc, vous ne sollicitez pas vos muscles. Et donc, de la même manière, vous êtes plutôt un intellectuel. Vous êtes plus, voilà, avec l'ordinateur, assis dans les bureaux, avec le costume, et puis on est sur ordinateur, on a 4 téléphones portables, et on croit que on est dans la meilleure posture. Vous êtes dans la posture la plus fragile et la plus dangereuse. Donc, quand tu es dans cet état, toi, tu ne peux pas manger de la même manière qu'un paysan qui est au village, qui cultive, ou quelqu'un qui est un porteur, ou la bonne dame au niveau des femmes, qui toute la journée a mis son étalage de maïs, de 25 kilos. Diam, pardon, de bananes plantains sur la tête et qui marche sous le soleil pendant toute la journée.
elle ne peut pas manger comme une secrétaire dactylographe ou une responsable de banque. Elles ne peuvent pas manger de la même manière. Or, ce qui se trouve, c'est que vous arrivez à manger de la même manière et les maladies s'installent. Le problème, c'est que quand le cultivateur, lui, il aura mangé une grosse boule de pâte avec une sauce, avec tous les ingrédients, lui, il va le digérer plus vite parce que quand il va se mettre à travailler, il brûle les calories. Il arrive à les éliminer plus rapidement. Il transpire et il fait un travail de force pour les éliminer. Par contre, toi, qui as mangé de la même manière que ce cultivateur, quand tu vas te retrouver, tu te retrouves dans une posture assise. La posture assise dans laquelle nous sommes là, Augustin, c'est pas, l'homme n'est pas fait pour être assis. Saint Paul le dit, dans les Actes des Apôtres, il dit, notre corps est fait pour le mouvement et l'être. L'être, le mouvement. Un corps qui n'a pas de mouvement, un corps qui ne bouge pas, est un corps mort. Donc, dans mon alimentation, elle est individualisée. Un homme qui est à la plantation ne se nourrit pas de la même manière qu'un homme qui est dans les bureaux. Individualisé en fonction de mon mode de vie. Pareil, une femme qui est dans un bureau ne se mange pas. Une femme, je parlais tout à l'heure de la femme enceinte, une femme enceinte ne se mange pas de la même manière qu'une femme qui n'est pas enceinte. Tu n'es pas enceinte, mais tu manges comme si tu étais enceinte et que tu nourrissais 4 personnes. C'est pas possible. Là, tu vas prendre du poids. Donc, l'alimentation est individualisée en lien avec la mesure et vous avez là le parfait équilibre pour une bonne alimentation. Voilà. Vous voyez que c'est dense, hein? C'est dense, hein? C'est dense. Alors, vous avez parlé déjà de l'hydratation. Je voudrais savoir quelle est l'importance de l'hydratation dans la santé globale. Bon, voilà, là aussi, voilà, l'homme est toujours en train d'exagérer. On se dit, bon, il faut s'hydrater. Et puis, il y a une tendance, une mode là qui arrive, on dit, il faut boire 2 litres d'eau, 3 litres d'eau par jour. Mais attendez, là, encore, l'homo sapiens est devenu fou. Non, non et non. Dans les aliments, on a déjà de l'eau. C'est pour ça que je vous dis de manger des fruits. Si vous avez soif et que vous prenez des fruits, eux, ils ont naturellement de l'eau. Vous êtes hydraté. Pour pouvoir préparer vos sauces et tous vos plats, même la pâte, vous avez besoin de quoi? De l'eau. Donc, il y a déjà de l'eau dans vos aliments. Mais suivez-moi bien. Nous avons, de la même manière que lorsque vous avez faim, c'est une hormone. Il y a une hormone. Les hormones, elles sont des substances qui sont sécrétées par les glandes. Les glandes, maintenant, elles dépendent des organes. Donc, l'hormone, c'est une sécrétion d'une substance qui va déclencher un processus. Elle envoie une information. L'hormone de la faim vous dit à un moment T, j'ai faim. C'est ça qui vous pousse à vous dire, mais pourquoi j'ai faim? Pourquoi le petit bébé commence à pleurer? L'hormone de la faim est déclenchée. D'accord? Et vous mangez. Vous mangez, vous allez voir qu'à un moment, vous arrivez à un niveau de satiété. On n'a pas besoin de vous dire, vous savez vous-même que c'est fini, que vous êtes rassasié. Mais il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Ils continuent de manger. Parce que c'est trop bon. Oh, c'était trop bon. Ah là 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 là. J'ai mangé cette chose-là. J'étais rassasié, hein. Mais ça ne suffit pas. Je vais pisser. Je mange au-delà de la faim. Et c'est ce que je vous ai dit, les déséquilibres au niveau de l'indigestion, là. C'est comme ça que ça se... La mesure. Donc, de la même manière qu'il y a une hormone qui déclenche la faim, retenez qu'il y a une hormone qui déclenche la soif. Qu'est-ce qui fait que pendant qu'il fait chaud, là, vous buvez plus que lorsqu'il fait frais? C'est naturel. Vous ne comprenez même pas que votre corps, il a des codes. Il a reçu une information, il vous dit, j'ai soif. Là, vous allez boire un verre pendant l'harmattan, parce qu'il fait pas, il fait un peu frais. Pendant la sécheresse, là, vous allez vider 1,5 litre d'eau. C'est normal. Le corps vous a envoyé l'information et vous devez lui donner l'eau dont il a besoin en fonction de son besoin. Quand vous faites l'erreur de lui donner, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de l'excès d'aliments. Quand vous mangez plus que la faim ne le dit, qu'est-ce qui va se passer? Vous rentrez dans l'indigestion, vous allez vomir, on le voit bien chez les enfants. Mais voilà, tu as pris trop de sucreries, tu as pris trop de glace. Il arrive le soir, il vomit. Le corps dit, tu m'en as donné trop. C'est la même chose que vous faites pour l'eau. Qui vous a dit que le corps a besoin de 3 litres d'eau par jour? Vous lui envoyez quelque chose dont il n'a pas réclamé et dont il n'a pas besoin. Parce que vous le court-circuitez. Donc l'hydratation, si ton système immunitaire et ton système endocrinien, donc tes hormones fonctionnent bien, tu verras que quand tu auras soif, tu boiras normalement. Moi, je le vois. Quand il fait très chaud, j'arrive à boire 1 litre d'eau. Naturellement, comme ça, je bois. Après, je fais le calcul, je dis, mais j'aime mieux 1 litre d'eau. Et puis, quand je vais dans un pays méditerranéen, en France et tout, je peux passer une journée sans que je ne bois. Je n'éprouve même pas le besoin de boire. Parce que le corps dit, mais oui, mais
voilà, je n'ai pas besoin de te demander, je ne bois pas. Donc, l'hydratation, il faut être très, très prudent sur ça. L'excès d'eau a des conséquences comme l'excès de nourriture. Je prends trop de nourriture, je vais vomir et mon corps va me dire tu m'en as trop donné. Je prends trop d'eau, je vais créer des déséquilibres. Et n'oubliez pas, il y a une fonction essentielle au niveau de l'eau. Vous savez que l'eau, elle crée l'érosion. Augustin, s'il y a un tas de sable là maintenant, avec des cailloux, avec des sachets et tout le reste, et qu'il pleut, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va venir, elle va tout enlever. Elle ne va pas dire non, le sable est bon, non, les sachets sont bons, non, le caillou est bon. Il érode tout. C'est ce qu'on appelle l'érosion. C'est la même chose quand vous faites une cure d'eau en excès par rapport à ce dont le corps a besoin. Elle balaye tout. Il balaye tout. L'eau va balayer vos vitamines. Elle va enlever peut-être les toxines, hein, mais elle va tout ramasser. Les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, tout ce qui est constitutif de votre corps va partir. Donc, vous êtes piégé. Et souvent, les gens, c'est comme ils se disent, quand je bois beaucoup d'eau, oui, ça me permet de maigrir. Mais tu maigris en ayant des carences. Alors qu'il faut maigrir tout en restant complètement équilibré. Donc, l'hydratation, encore une fois, c'est une mode. Ne vous fiez pas aux modes. Le corps est le propre régulateur. Le corps, nous avons le système endocrinien qui est un vrai régulateur. Et quand il est déséquilibré, c'est la pagaille. Donc, vous-même, vous contribuez au déséquilibre en amenant des quantités énorme d'eau, alors que le corps n'en a pas besoin. Voilà. Merci, madame, pour vos apports. Nous constatons généralement qu'à l'approche des fêtes, il y a de la publicité à outrance, et on fait de jolies étiquettes. Et comment les gens devaient-ils interpréter les étiquettes nutritionnelles des produits et quels sont les pièges pour éviter lors de la lecture de ces étiquettes-là? Très bien. Mais vous voyez déjà, je crois que avec les explications que j'ai données en introduction, vous-même, vous êtes déjà en train de répondre. Quand on parle des 3 C, c'est quoi? Les conserves, les aliments en boîte, les aliments conditionnés. Et moi, je les appelle les U, les aliments A, aliments U, ultra T, A-U-T. C'est, vous voyez, c'est quand vous prenez les laits U-H-U-T là, où on vous met du lait qui est là, qui reste là dans la chaleur. Les aliments ultra transformés, AUT. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des aliments, ils ont été tellement transformés qu'on n'arrive plus à savoir quelle est la portion de bonnes protéines, quelle est la portion de bon sucre, quelle est la portion de bonne huile. Alors, chimique. On est obligé maintenant de donner des indications et c'est la loi, la réglementation mondiale qui l'impose. Vous devez préciser tout ce que vous avez mis pour que cet aliment-là soit digeste. Et dans cette transformation, ils sont obligés de mettre ce qu'on appelle des conservateurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? On a rajouté quelque chose à l'aliment. Donc, les petits pois que vous mangez en boîte, vous allez voir, si vous prenez le temps de lire les étiquettes, on va vous dire la composition, petits pois, la manière dont ça a été traité, et on va vous rajouter des petits E. Il y a mon livre, on va vous le montrer à l'écran, mon livre que j'ai écrit, La santé et la longévité par l'alimentation au regard de la Bible, dans lequel j'ai décortiqué tous les E pour que vous ayez l'information quand vous arrivez dans le supermarché ou dans la supérette pour récupérer et identifier les E. L'aliment a été tellement transformé qu'on est obligé de rajouter des conservateurs, des édulcorants. Par exemple, lorsque vous prenez par exemple un jus, on vous dit Orangina, ou on vous dit que c'est du Fanta. Quand on vous dit ça, dans ces aliments-là, la couleur est orange. Mais c'est quel fruit que vous avez qui a la couleur orange comme la couleur du Fanta? Vous voyez là, pour pouvoir vous donner ce goût-là, ils vont rajouter ce qu'on appelle des édulcorants, des éléments chimiques qui vont transformer le jus que vous allez prendre et qui ne va n'avoir plus rien de naturel. Donc là, le conseil, premier conseil, évitez les conserves. Vous savez, moi, le truc, je vis au Bénin depuis bientôt 30 ans. Quand je vais dans un supermarché, c'est pour aller acheter de la javel, c'est pour aller acheter des produits d'entretien, et c'est pas pour aller acheter des aliments. Je n'achète aucun aliment dans un supermarché. J'ai tout au marché. Pourquoi je vais aller dans un supermarché? Il y a un problème là. J'ai tout au marché. Pourquoi j'irai prendre un aliment au supermarché? C'est là que vous avez les aliments ultra transformés. Je veux de l'iam, j'ai mon iam au marché. Je veux de la patate douce, j'ai la patate douce au marché. Je veux du manioc, j'ai mon manioc au marché. Je veux de l'huile,
au marché, si je vais chez les bonnes dames, je veux la bonne qualité d'huile. Je veux le sel, j'ai le bon sel. Et le sel, le bon sel, c'est pas le sel blanc. Hein. Tout ce qui avait des sels blancs sur vos tables là, s'il vous plaît, jetez-les. Le sel est gris. Quand il sort de la mer, il est gris. Et vous devez maintenir cette substance grise, c'est là qu'il y a l'iode. Si vous enlevez le sel et qu'il n'y a plus le gris, c'est que c'est un sel qui n'a plus d'iode. Vous prenez du sel. Vous prenez... Donc, vous voyez, l'aliment n'est plus naturel. Vous mangez un aliment qui est transformé. L'étiquette vous informe qu'il y a un danger. C'est tout. Attends, est-ce que quand tu achètes un ananas, c'est écrit sur l'ananas? Il n'y a rien écrit. Quand vous prenez un produit à base d'étiquette, retenez, ne cherchez plus à comprendre 10 000 choses, retenez qu'on vous a donné un aliment dans lequel il y a des toxiques et des éléments poison. Pas poison dans le terme où vous allez tout de suite le ressentir, mais sur le long terme. Votre corps, il identifie. Notre corps est une machine. C'est un ordinateur. Il est plus puissant que l'ordinateur. Et tous les ingrédients qui rentrent, il les repère. Quand il repère un aliment qu'il ne connaît pas, il va le stocker. Par défaut, vous voyez là, l'ordinateur, ce qu'il fait, la corbeille, très bien. Il va récupérer l'information, il pousse ça. Il prend l'aliment et tous les aliments qui ont des étiquettes que vous avez dans les supermarchés, quand il les voit, le corps dit, danger. Il récupère, il met ça dans la corbeille. Mais vous voyez, même dans la corbeille, à un moment, vous dites, il faut le vider. Quand vous ne videz pas la corbeille continue à stocker à un moment. L'ordinateur ou votre téléphone portable va dire, la mémoire est pleine. Oh, voilà. Quand je vous donne cet exemple, vous comprenez? Parce que c'est ce qui se passe au niveau de votre corps. Tous ces aliments étiquetés et avec, comme je dis, étiquette que vous prenez, pourquoi j'ai besoin de mettre une étiquette? Donc, toutes les fois où vous allez voir E150, E342, E333, E182, vous n'y connaissez rien. Vous vous dites, ah, donc c'est juste peut-être une indication de lieu, de là où ça a été fabriqué. Non! Ça veut dire que c'est les substances chimiques qui ont été mises dans l'aliment pour le stabiliser. Un aliment chimique, un aliment qui est stabilisé. Deuxième élément, comment vous allez savoir qu'un aliment, il est le moins toxique possible? C'est tout simplement que si vous prenez un produit sur lequel vous lisez les ingrédients et qui a plus de 4 ingrédients, redéposez. C'est des petites astuces, hein. Si vous vous entêtez malgré tout à aller acheter un produit étiqueté, retenez, deuxième conseil, je vous dis, premier conseil, évitez les conserves, évitez les aliments étiquetés. Vous n'êtes pas une étiquette, vous n'êtes pas une boîte, donc vous l'évitez. Mais si vous voulez quand même aller le prendre, conseil, quand vous le prenez, regardez les étiquettes. Si vous voyez des n'y touchez pas. Et au niveau des ingrédients, s'il y a plus de 4 ingrédients, par exemple, on vous dit, il y a de l'eau, il y a du sel, il y a de l'huile, il y a de la coque de soja, il y a un peu des traces de sésame. Déposez. Ne cherchez plus. Déposez. C'est tout simplement un aliment qui n'a plus de raison d'être. Madame, comment la nutrition peut-elle aider dans la gestion du poids de manière saine? C'est tout bête, hein, comme je dis, votre corps vous donne ce que vous lui donnez. Votre corps est devenu une poubelle. Vous lui donnez de la junk food, vous lui donnez tous les aliments indigènes dont j'ai parlé. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive plus à les gérer, il va commencer à constituer du tissu adipeux, on est dans l'obésité. Donc les gros ventres, et les hommes aussi sont sujets à ça, des hommes obèses ont de gros ventres, les femmes qui grossissent, les enfants qui grossissent, il y a de plus en plus d'enfants obèses. Vous surnourrissez les enfants et vous leur donnez... L'obésité, c'est une maladie de surcharge. C'est-à-dire que je donne au corps plus qu'il en a besoin. Et le corps ne sait pas comment... Et c'est lié à ce qui se passe à l'intérieur. Si à l'intérieur c'est pourri, l'extérieur aussi, vous le voyez, est pourri. Si vous avez un gros ventre, c'est ce que les aliments que vous mangez. C'est pour ça que, par exemple, on vous dira, évitez, quand vous ne voulez pas grossir, évitez les gros aliments. Évitez les gros pains, évitez les gros fruits quand ils sont trop gros, il faut vous en méfier. Évitez les gros bidons d'huile, tout est gros. Quand c'est gros là, ça vous fait grossir. Je schématise, hein, parce que le timing de l'émission ne nous permet pas de rentrer dans tous ces détails. Il serait bien après que nous prenions chaque pathologie et que nous les décortiquions. Ça vous permettra de pouvoir mieux vous identifier. Mais définitivement, l'obésité est une maladie de surcharge. Et avec les recommandations que je vous ai données tout à l'heure dans NMD, vous savez pourquoi vous grossissez. Quand vous allez supprimer les aliments non naturels, quand vous allez supprimer les aliments déséquilibrés, indigestes,
et tout, vous allez voir que vous allez commencer à perdre des kilos, mais il faut manger de manière équilibrée. Alors, maintenant, comment aborder l'intolérance alimentaire dans la planification nutritionnelle? L'intolérance alimentaire, encore une fois, c'est le corps qui donne une information. Ah, je suis intolérant. Les allergies qui se démultiplient actuellement sont en lien avec le corps qui réagit. Le système immunitaire est devenu complètement fou. Donc, il prend un bon aliment pour un mauvais aliment. C'est comme des gens qui me disent, je suis allergique à l'ananas. Je te dis, mais si tu es allergique à l'ananas, c'est pas l'ananas qui a un problème, c'est toi qui as un problème. Donc, il faut pas. Le problème n'est pas de supprimer l'ananas, c'est de régler ton système immunitaire pour qu'il puisse accepter l'ananas. Et donc, les allergies, c'est ça. Les gens, les aliments qui sont dangereux, ils les acceptent. Et les aliments qui sont bons, ils les rejettent. C'est ça l'allergie. Et puis, vous mangez l'aliment qui est bon et vous commencez à vous gratter. Ou l'aliment qui est toxique que vous prenez et le corps, il réagit. Donc, intolérance, allergie, la limite est très faible. Mais tout simplement est que lorsque je commence à dire qu'un bon aliment, un fruit qui est équilibré, me fait du bien et que je suis intolérant à ce fruit, c'est pas le fruit qui a un problème, c'est moi qui ai un problème. Donc, pour schématiser, les intolérances alimentaires sont liées donc à tout ce que vous avez envoyé en trop de manière désordonnée au corps et qu'ils ne peuvent pas. Quand je dis par exemple je suis allergique à l'ananas, c'est parce que vous avez tellement surchargé le corps que lui, il ne sait même plus reconnaître l'ananas de l'orange et tout. Et dès que vous prenez l'ananas, il déclenche une réaction. C'est le principe des allergies. Et je dis quelque chose à vous les auditeurs, que vous l'entendiez. Les allergies se soignent. Ne vivez pas avec une allergie pour dire « Ah, mais moi je suis allergique à ça ». Non. Si tu es allergique à un aliment qui est bon, et là je suis très précise, hein. Je dis si tu es allergique à l'arachide grillé, c'est un bon signe. Parce que l'arachide grillé ne t'apporte pas grand-chose. Si tu es allergique au poisson fumé, c'est la même chose. Le poisson fumé ne t'apporte pas grand-chose. L'allergie aux bons aliments est une maladie et il faut le soigner. Alors c'est ça, je veux tirer. C'est vrai que le temps ne nous permet pas. Et ça confirme ce que vous venez de dire. Il y a une dame qui me disait un jour qu'elle était allergique à l'ananas. Et plutôt oui, à l'ananas. Elle était allergique à l'ananas. Et un de ses frères lui disait, ok, vu que quand tu manges de l'ananas, ça ne te fait pas du bien, tu as du mal. Je te conseille, prends de l'ananas, mange 5. Généralement, c'est 1, tu manges, non? Quand tu vas manger 5, tu vas constater que tu n'auras plus ce problème. Et généralement, quand elle a mangé les 5, elle n'a plus ce problème. Et jusqu'aujourd'hui, elle continue pas à manger. Mais voilà. Et j'avais demandé quels conseils pratiques donner aux téléspectateurs, mais il y a tellement assez de conseils déjà. Mais je vais demander à madame, vu que vous êtes là, c'est important aussi pour nos téléspectateurs. On constate le vieillissement jeune. Quelles sont les recommandations en plus de la nutrition qui peuvent freiner le vieillissement prématuré? Parce que nous avons 30 ans, 40 ans, mais nous ressemblons aux vieux de 110, 80 ans. J'appelle j'appelle les jeunes de 70 ans et les vieux de 20 ans. Oui. Les vieux de 20 ans. Et donc, vous voyez, maman, même je connais des femmes qui ont 30 ans, mais vous êtes plus jeune que ces femmes-là. Et ça, justement, il faut que les jeunes, vous qui êtes jeunes, vous intégriez ça. Je l'ai répété, je le répète, à partir de 20 ans, le vieillissement commence. Vous êtes dans votre bulle, là, les filles, hein. Même les garçons, en vous disant, oh, je suis jeune, 30 ans, je suis jeune, 40 ans, je suis jeune. Mais le vieillissement commence de l'intérieur. Les organes, si vous mangez tel qu'on vient de le décrire, et c'est en lien direct, ne faites pas comme si, j'ai le temps. Pas du tout. Le corps a une mémoire, il enregistre tout. Donc, plus vous fatiguez les organes, plus ils vieillissent vite. Je vous donne l'exemple. Le corps, c'est comme une voiture. Vous-même, comme une moto. Votre moto, dites-moi, quand vous êtes en train d'utiliser, Augustin, tu utilises ta moto ou ta voiture de 7h du matin jusqu'au soir 21h, tous les jours. Et moi, de mon côté, j'ai ma voiture que j'utilise 1 fois ou 2 fois par semaine. Lequel d'entre nous va vieillir, dont la voiture va vieillir la mienne. Merci. Je crois que cet exemple vous permet de comprendre ce que je suis en train de dire. Plus vous utilisez le corps, plus vous l'usez et plus il va vieillir. Plus vous utilisez, vous mangez les aliments que je viens de décrire, les aliments indigestes, les aliments déséquilibrés, les aliments avec les plus vous les mangez, plus vous allez vieillir. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge. L'âge n'est pas la cause du vieillissement. Qu'est-ce qui est la cause du vieillissement? C'est le vieillissement c'est le vieillissement des cellules. Les cellules commencent à vieillir. C'est le vieillissement qui est la maladie. C'est pas l'âge qui est la maladie. Et souvent les gens disent comme je prends de l'âge, c'est normal. No way! Je dis non. C'est pas l'âge. La preuve, tu me dis, voilà, tu m'appelles maman, donc je peux être ta maman. Mais quand tu me vois, et puis tout le monde le constate, on me dit, mais tu vieillis pas. Pourquoi? Je dis, mais parce que je préserve le corps. Je vais vieillir. Mais seulement je vieillirai
en fonction de l'évolution normale et non pas parce que je vais accélérer moi-même le vieillissement. Retenez que, comme une voiture, si vous ne faites pas la maintenance, et c'est là que je vais arriver, un corps qui n'est pas maintenu, vous faites la vidange de votre voiture. Auditeur, écoutez-moi, vous faites la vidange de votre voiture. Votre moto, à un moment, il y a l'aiguille d'huile là qui signale, qui dit, attention, il faut l'amener chez le mécanicien. La voiture, l'aiguille sillonne et parfois même la panne est là pour vous dire, fais la maintenance. Et vous-même vous dites, ah, ma voiture, il faut que je l'amène chez la vidange. Je vous pose la question, à quel moment vous faites la vidange du corps? Parce que vous pensez que le corps, c'est une machine qu'on peut utiliser indéfiniment. Quelle est cette machine au monde? Les industriels, ils le savent. Il y a toujours une période où on arrête toutes les machines et on les lubrifie, on les met au repos pour qu'elles puissent redémarrer. À quel moment vous le faites? Voilà la cause du vieillissement. Et je vais vous donner un conseil. Aujourd'hui, moi, Jean Plia, c'est mon père, vous le connaissez, et il est du nord et il est du sud. Il a fait cette jonction entre les deux sites du Bénin. Et moi, j'ai hérité de ça de mon père. Il a compris, il était condamné par les médecins à mourir à 37 ans. Et il avait dit, et lui le disait lui-même, qu'à 37 ans, il avait le corps de vieillard de 80 ans. Et il a pu, grâce au conseil que je suis en train de vous donner, il a pu inverser le processus. Mais l'un des secrets de Jean Plia, qu'il a pu durer, c'est que Jean Plia faisait la maintenance. Moi, l'un de mes secrets, les femmes qui me regardent, qui peuvent dire « Ah, j'aimerais avoir la peau de Tata Daniel, j'aimerais être jeune comme elle, ne pas avoir de rides. » Je vais vous donner le conseil. C'est que je fais la maintenance, la vidange, tous les ans. Et c'est la spécialité de notre centre de nutrition à Godomé, à Cotonou. Venez, Canal JP, il porte le nom de Jean Plia. Les gens viennent du monde entier, mais les Béninois sont là, en train de se laisser mourir. Vous venez, on vous prend sur 10 jours et on vous fait une cure de nettoyage. Comme vous allez chez le mécanicien, nous sommes les mécaniciens du corps. Nous allons nettoyer les artères. Nous allons faire partir l'hypertension. Nous allons équilibrer le diabète. Nous allons tuer les arthroses. Nous allons casser les kilos. Nous le faisons en 10 jours et c'est des merveilles. Les gens repartent et on parle. Mais le site est au Bénin. Mais les Béninois, qu'est-ce que vous attendez? Rapprochez-nous de vous après cette émission, que ce ne soit pas simplement « Ah, on a écouté Tata Daniel, hein? Ah, c'était très intéressant, c'est ce que vous dites. » Mais qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change dans votre vie? Déjà, l'année nouvelle arrive là. Commencez à demander à Augustin notre contact. Vous allez rentrer en contact avec nous et nous allons pouvoir vous aider à faire des cures qu'on appelle des cures de détoxication, des cures de nettoyage, des cures de vidange et vous allez rajeunir. Quand vous faites une cure de vidange, vous gagnez 3 ans en termes de jeunesse. Vous l'essayez? 3 ans en termes de jeunesse. Augustin, c'est le challenge que nous proposons à tes auditeurs. Oui. Et nous pouvons dire que dans cette émission, toutes les personnes qui vont, à travers l'émission, s'inscrire pour des cures de détox, nous allons leur faire des réductions spéciales. Ouais. Venez simplement en disant que c'est parce que vous avez suivi l'émission L'heure de la santé et que vous venez faire une cure. Nous allons vous faire une réduction spéciale. À très bientôt. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Ça fait plaisir. Espérons qu'ils intégreront ces conseils-là et se rapprocheront du centre Canal JP6 à Godomé. Nous allons mettre les indicatifs dans la barre de description pour ceux qui aimeraient beaucoup plus avoir des consultations, pourquoi pas privées, parce que nous, notre objectif dans notre émission, c'est le bien-être au quotidien. Nous vous remercions et à très vite pour un nouveau numéro.